Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de l'Écho à contre-courant, aujourd'hui consacré au grand débat, mais pas celui du gouvernement qui est légèrement biaisé, comme vous avez sans doute dû le lire sur Mediapart, mais au débat citoyen, au vrai débat citoyen, qui est aujourd'hui alimenté par un document des économistes atterrés, publié le 18 février, et qui, autour de 18 grandes thématiques, donne à ce débat des propositions qui viennent alimenter la réflexion des citoyens. Alors, pour en discuter, nous recevons deux économistes atterrés. Nathalie Coutinet, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris 13, bonjour. Et Léo Charles, vous êtes enseignant-chercheur à Rennes 2. Alors, Nathalie Coutinet, pourquoi justement avoir fait ces propositions dans le cadre de ce débat citoyen? Fidèle à notre tradition d'intervenir dans le débat public, les économistes atterrés, on a pour vocation, si je puis dire, de proposer, de mettre à la discussion un certain nombre de propositions qui tranchent avec les propositions actuelles, enfin les propositions qu'on entend généralement dans les médias. Alors, notre vocation n'est pas de donner des recommandations précises, mais de mettre plutôt des idées en débat. Et c'est l'objectif de ce travail, autour de 18 grandes thématiques qui nous ont semblé être les plus importantes dans le débat actuel. Eh bien, de mettre en débat un certain nombre de propositions, encore une fois, qui sont différentes, comme vous l'avez dit, de ce qui est proposé dans le débat, notamment, par exemple, le fait que, forcément, si on veut réfléchir à la fiscalité, on doit réfléchir à la fiscalité avec nécessairement une réduction des dépenses publiques. Nous, on a d'autres propositions autour de ces thématiques. Voilà, c'est comme ça, rappelons-le, que le formulaire du grand débat est rédigé. On demande à choisir entre plusieurs formes de réduction des dépenses publiques, et en regardant ce document, donc, qui sera évidemment disponible sur le site de Mediapart, on voit qu'il y a d'autres alternatives, évidemment, à ces propositions gouvernementales. Alors, on ne pourra pas parler, évidemment, de l'ensemble des propositions que vous mettez en avant, mais on va choisir quelques thématiques. La première, une des plus importantes, une qui est au cœur évidemment des réflexions et des préoccupations des Français aujourd'hui, c'est celle de la fiscalité, et notamment de la justice de la fiscalité. Une fiscalité plus juste, c'était ce qu'avait proposé le président de la République lui-même dans sa lettre aux Français qui a débuté ce grand débat. Fiscalité plus juste, mais le gouvernement, lui, ne veut pas revenir sur certains éléments d'injustice fiscale, comme notamment l'ISF. Et maintenant, on a l'air d'aller également vers un refus d'aller vers plus de progressivité de l'impôt sur le revenu. Et dans vos propositions, évidemment, vous allez à contre-courant de ça, et vous proposez à la fois le rétablissement de l'ISF dans sa forme précédente, et puis un impôt sur le revenu qui serait plus progressif. Effectivement, alors l'idée de base, on s'est rendu compte que la politique fiscale d'Emmanuel Macron était totalement inégalitaire. Globalement, en 2017, 2018, 2019, c'est les 1% les plus riches qui bénéficient le plus des réformes fiscales. Et il faut savoir que la fiscalité, c'est quand même le bras armé de l'État. Et comme vous l'avez dit, dans ce grand débat, on met en avant les dépenses. Quelles dépenses il faut réduire? Nous, on est plutôt sur quelles recettes il faut récupérer pour pouvoir financer finalement les dépenses sociales, éducatives, etc. Et donc, effectivement, une des premières propositions, c'est de rétablir cet impôt de solidarité sur la fortune. D'ailleurs, comme le demande le mouvement des Gilets jaunes, parce que pour nous, voilà, c'est une recette fiscale de 5 milliards à peu près par an. Et la transformation en impôt de solidarité sur l'immobilier nous coûte en gros 3,2 milliards. Donc c'est une réforme qui entame les recettes de l'État, et donc c'est préoccupant à ce niveau-là. Pour vous, il n'y a aucune conséquence économique, macroéconomique à ce rétablissement de l'ISF, parce qu'on a entendu évidemment le gouvernement supprimer cet ISF, je rappelle qu'il n'est supprimé que sur les revenus du capital, que sur le patrimoine mobilier, en disant c'est un élément d'attractivité, ça faisait fuir les gens, les riches quittaient la France en masse, etc. Alors, globalement, on a 3 arguments qui ont été mis en avant. Le premier, Emmanuel Macron nous a dit que ça allait relancer l'investissement productif en France. Or, on a une note des économistes atterrés sur l'ISF, justement, qui montre que, globalement, la contribution de la bourse à l'investissement productif en France, c'est 2,55%. Donc, majoritairement, les entreprises choisissent de s'autofinancer ou de faire des crédits pour investir. Donc, déjà, ça, c'est le premier mensonge. Le second mensonge, c'est qu'on nous dit que
on est le seul pays européen ou dans le monde à avoir un tel impôt, que ça fait fuir les Français. Alors, en partie, c'est vrai, il y a effectivement des Français qui quittent la France. Ce qu'il faut dire, c'est que la raison fiscale n'est pas toujours invoquée. On a aussi des raisons d'aller trouver un travail ailleurs, regroupement familial, etc. Et globalement, cette fuite, c'est 0,15% des personnes qui sont censées payer l'ISF. Ça représente 170 millions d'euros de pertes fiscales. Donc, quand on met ça face aux 5 milliards qu'on perd en recettes fiscales, finalement, voilà, c'est pas grand-chose. Et vous allez plus loin également dans une réforme de l'impôt sur le revenu avec une plus grande progressivité, notamment en haut de l'échelle sociale. Oui, ça c'est assez important parce que l'impôt sur le revenu a été pensé progressif, c'est-à-dire que plus on gagne d'argent, plus on doit payer d'impôts en pourcentage de son revenu. Et globalement, ce que les études actuelles montrent, c'est que les 1% les plus riches, ou voilà, la frange la plus riche des Français, paient en proportion moins d'impôts que la classe moyenne ou que les classes un peu inférieures. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de déjà remettre un taux maximal à 60% sur les hauts revenus. Ça permettrait déjà de remettre un peu de progressivité. Et surtout, en fait, l'impôt sur le revenu, il a été, j'allais dire, vidé de sa substance, puisqu'on a intégré ce qu'on appelle pudiquement des dépenses fiscales. En gros, c'est les niches fiscales. Il y en a 453 aujourd'hui dans le budget 2019. Ça représente à peu près 100 milliards d'euros de pertes fiscales. Alors là, tout n'est pas à jeter, il y a des choses qui sont bien et c'est très difficile de voir, d'être transparent sur ça, mais globalement, il y a aussi là de l'argent à remettre sur la table et à reverser directement en aide plutôt que... Voilà. La progressivité de la CSG, vous ne l'avez pas retenue comme une possibilité, une proposition Alors la CSG, on pourra en discuter, c'est aussi problématique parce que ça fait un changement de vision de la sécurité sociale, on remplace les cotisations, donc c'est pas forcément quelque chose de forcément très bien, mais si déjà on remet l'ISF, si déjà on a une progressivité de l'impôt sur le revenu, on dégagera suffisamment de recettes pour l'État pour pouvoir financer plus les de dépenses. justice fiscale. Et fiscale. avec bien sûr plus de justice fiscale. Alors on passe à une deuxième thématique intéressante dans les propositions des économistes atterrés, qui est la lutte contre la précarité de l'emploi, qui est un des éléments de fragilisation de la société française. Nathalie Coutinet, quelles sont les propositions justement des économistes atterrés pour justement lutter contre cette précarisation ? Alors justement, la question, elle est beaucoup discutée, la question des contrats courts. Alors il faut bien voir que les contrats courts, c'est des contrats courts, parce que c'est des contrats à une journée parfois. Et ces contrats courts, aujourd'hui, alors on sait que les CDD, c'est à peu près 80% des emplois qui sont créés, et dans ces 80%, il y a énormément de contrats très courts, donc à la journée ou aux 2 jours. Donc effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est aussi ce qui est dans le débat, c'est-à-dire de taxer ces contrats courts, et qu'ils soient reconvertis en contrat, en CDI, s'il y a une multiplication de ces contrats courts. Parce qu'ils participent à la précarisation, parce qu'on a le très vilain mot aujourd'hui du précariat, c'est-à-dire on a toute une frange de la population qui vit avec une situation extrêmement précaire. Alors ça a des conséquences aussi en termes de logement, en termes d'accès au crédit. Donc ça a de multiples conséquences pour la question, pour les populations. Alors évidemment, les entreprises vont nous parler de flexibilité du marché du travail, c'est toujours le grand mot. Je pense que le marché du travail, il a été très largement flexibilisé avec les différentes réformes et qu'aujourd'hui, il faut penser à ce que les contrats courts soient utilisés uniquement quand c'est nécessaire, mais que ça ne soit pas un moyen d'avoir de la main-d'œuvre à pas cher, parce que les contrats courts n'ont pas non plus on n'intègre pas l'ancienneté au travail, etc. Donc ça a des multiples conséquences sociales, et là-dessus, le patronat est pas sérieux à pas vouloir. Alors, est-ce que la question de la taxation des indemnités, sur les cotisations chômage est la bonne solution ? Ça, c'est des éléments qui sont mis en débat. Il y a sans doute aussi d'autres solutions. Mais effectivement, on est pour une réduction de ces possibilités d'emploi très très précaires. Qui serait une compensation, d'une certaine façon, de cette flexibilisation du marché du travail que l'on a mis en place depuis quelques années en France. Bien sûr. Et vous avez également réfléchi au temps partiel, je crois, qui est un élément aussi assez fort de la modernité, on va dire, de l'emploi, ces recours à ces contrats de temps partiel. Vous essayez justement de limiter également, vous proposez de limiter également le recours à ce temps partiel à des éléments véritablement volontaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le temps partiel est
en majorité subis, et en majorité, c'est des femmes qui occupent ces emplois partiels. Donc là, on a une vision un peu de la société qui est problématique à notre sens. Et donc, cette histoire de temps partiel, il faut absolument le limiter. Donc, on peut réguler strictement ces temps partiels, on peut revaloriser le salaire des femmes pour penser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc, il y a toute une série de mesures qu'on peut mettre en place, effectivement, pour limiter, encore une fois, cette injustice sociale. Et éviter une dérive vers un système à l'allemande où justement on a un plein emploi qui est fondé en réalité sur un temps partiel et notamment un temps partiel féminin. Bien sûr, c'est l'idée du néolibéralisme de prôner un plein emploi, mais pas du tout un plein emploi de qualité. Nous, on est pour un plein emploi de qualité et éviter ce temps partiel. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a quasiment 250 000 micro-travailleurs aujourd'hui en France, donc ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Donc effectivement, ça fait baisser les chiffres du chômage, mais c'est très problématique en termes de précarisation des salariés. Très bien. Alors on a une troisième thématique importante dans ces propositions, qui est celle du système de santé. On sait que c'est également au cœur des préoccupations des Français, notamment, mais pas seulement dans les zones rurales ou périurbaines. On a beaucoup de nouveaux plans santé qui sont régulièrement à chaque nouveau gouvernement mis en avant pour essayer de développer ce système de santé à moindre coût. Et l'une des idées centrales du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas de problème de moyens à l'hôpital, notamment, qu'il n'y a que des problèmes d'organisation. Évidemment, ce n'est pas du tout votre point de vue. Non, alors effectivement, moi je dirais qu'en concernant la santé, il y a trois grands points qui posent problème aujourd'hui, enfin à minima. D'abord, il y a la question, Léon parlait, du transformation des cotisations sociales salariées en CSG. Alors ça pose un problème important parce que les fondateurs de la sécurité sociale avaient fait en créant les cotisations sociales, c'était de sanctuariser le financement de la sécurité sociale. Or, le basculement en CSG, ça fait que finalement, il n'y a plus de budget de sécurité sociale réservé, c'est un impôt, et cet impôt, il pourrait être réaffecté dans les gouvernements suivants à n'importe quel autre poste, et c'est exactement le problème dont souffrent les Anglais avec le National Health Service, qui justement est financé par l'impôt, et selon les gouvernements, il va être bien ou mal financé. C'est-à-dire qu'en fait, le système de santé devient un ajustement budgétaire comme un autre, un poste budgétaire comme un autre que l'on va faire évoluer en fonction de la situation budgétaire de l'État. Tout à fait. Et il n'y a plus de budget réservé, sanctuarisé. Donc ça, c'est le premier problème. La deuxième question, vous en avez parlé, c'est la question du financement de l'hôpital. Donc c'est cette fameuse tarification à l'activité qui aujourd'hui détermine principalement le budget des hôpitaux. Cette T2A, on sait qu'aujourd'hui, elle est, et même le ministre de la Santé l'a reconnu, pas opportune, et surtout qu'elle ne permet pas de financer suffisamment les hôpitaux. Et je pense que la démonstration n'est plus à faire que les hôpitaux français sont sous-financés. Je pense que c'est difficile d'aller contre. Et c'est pas seulement une question d'organisation, parce que les gouvernements ont toujours l'air de dire que les hôpitaux sont mal organisés, c'est pour ça qu'ils s'en sortent pas. C'est pas franchement la question majeure. Et puis il y a un troisième problème, c'est la question des déserts médicaux. Et ça va dans un ensemble de disparition des services publics dans les territoires. Et là, c'est aussi extrêmement préoccupant, puisque évidemment, il est nécessaire que les services publics soient accessibles à l'ensemble de la population. Et c'est un des éléments du plan santé qui est discuté aujourd'hui, avec la proposition du ministère de créer des hôpitaux de proximité. Donc nous, ce qu'on propose, c'est évidemment de revenir à un financement sanctuarisé de la sécurité sociale, de revenir aussi à une sécurité sociale qui rembourse mieux les soins et qui crée moins d'inégalités d'accès aux soins. On propose également, et ça le gouvernement va le faire, de revenir sur le financement de l'hôpital, mais pas seulement de supprimer la T2A, de revenir à un financement suffisant de l'hôpital, ce que souhaitent les patients, et puis de lutter activement contre les déserts médicaux, pas en créant de sous-hôpitaux en région, mais en se donnant les moyens de développer une médecine de qualité sur l'ensemble du territoire. C'était d'ailleurs l'axe de la sécurité sociale, c'était de permettre l'accès aux soins. Et cet accès aux soins, il a été énormément réduit aujourd'hui. Et il faut revenir à ce que les précurseurs de la sécurité sociale ont fait. Il faut quand même rappeler que s'ils ont pu le faire en 1945, dans une situation financière de la France très difficile, il n'est pas entendable que ce ne soit pas possible aujourd'hui.
Oui, c'est un point qu'il faut souvent rappeler, c'est qu'effectivement, en 1945, la France était dans une situation économique beaucoup plus complexe que celle d'aujourd'hui. Le dernier point qu'on va aborder en détail, c'est le point de départ, on va dire, de la crise sociale et politique actuelle, qui était la fiscalité écologique, avec cette augmentation du prix de l'essence qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Dans vos propositions, vous maintenez l'idée d'une fiscalité écologique, donc ça c'est un élément qui est important, mais une fiscalité écologique qui soit socialement plus juste. Oui, bien sûr. On ne peut pas se passer de... On est face à un dérèglement climatique, un changement climatique. On doit armer l'État pour lutter contre ce dérèglement climatique. Par contre, la méthode d'Emmanuel Macron n'a pas du tout été la bonne méthode. En mettant cette taxe carbone, il a quasiment déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Nous, ce qu'on propose, c'est de réfléchir à cette taxe carbone. Ça revient à réfléchir à toute la fiscalité. Finalement, on peut imaginer que si on avait eu une fiscalité vraiment juste avec un ISF, etc., peut-être qu'on n'aurait même pas connu le mouvement des Gilets jaunes. Nous, ce qu'on propose, c'est que déjà les entreprises contribuent à cette taxe carbone. Il y a des recettes à aller chercher au niveau des entreprises. Et deuxièmement, c'est d'avoir une application de cette taxe carbone qui soit socialement viable, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des baisses de taxes pour les bas revenus, on peut imaginer des aménagements selon le territoire où l'on vit. Parce qu'en fait, ce qui n'a pas marché avec cette taxe carbone prônée par le gouvernement, c'est que on n'a pas donné non plus les pendants à cette taxe carbone. C'est-à-dire qu'on a détruit le rail français, on a privatisé les autoroutes, et donc tout ça, on se retrouve avec des déserts urbains, des gens qui sont obligés de prendre leur voiture, et donc on ne peut pas se permettre de les taxer encore plus avec une taxe. On a fait comme si les gens avaient le choix et pouvaient choisir en fonction de la fiscalité, et finalement on se retrouve avec, comme on a détruit les services publics, avec des gens qui n'ont pas le choix. Donc il faut leur redonner précisément cette capacité de faire le choix, et à ce moment-là, peut-être la fiscalité écologique peut jouer en faveur justement du changement climatique. Bien sûr, c'est l'arme libérale, c'est-à-dire on augmente les prix pour faire baisser la consommation, mais si on sait très bien, ça s'appelle l'élasticité de la demande, et il y a des demandes qui sont inélastiques, et si on n'a pas d'autre possibilité que de prendre sa voiture et qu'on a acheté une voiture diesel parce que pendant des années on a été incité à le faire, eh bien du jour au lendemain, on n'a pas la possibilité de faire autre chose. Et là, c'est une erreur majeure politique d'avoir fait ça. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord réfléchir aux mobilités en dehors des territoires, interurbaines, et puis après, effectivement, mettre en place une fiscalité écologique. Et pas non plus continuer de détruire les lignes de train locales, les TER, parce que finalement, une des alternatives à l'utilisation de la voiture, c'est bien le rail. Donc voilà, il faut avec un réseau qui serait le plus dense possible. Bien évidemment, et pas seulement des TGV entre Paris et les grandes métropoles de province. Donc on voit bien la difficulté dans les territoires de prendre des trains et de relier deux villes l'une à l'autre avec des TER qui sont en perdition. Donc voilà, là, bien évidemment, il faut une fiscalité écologique, bien évidemment, il va falloir, et puis de toute façon, les prix du pétrole à long terme augmenteront, donc c'est inévitable. Et donc il faut l'anticiper et réfléchir à quelque chose qui soit plus juste et qui ne touche pas des ménages qui n'ont pas d'autre possibilité que de prendre leur voiture. Si en plus on taxe les chômeurs s'ils ne prennent pas des emplois, parce qu'on peut même tout relier finalement, pénaliser les chômeurs qui n'accepteraient pas des emplois qui soient loin de leur territoire, et puis mettre une taxe écologique, on voit bien qu'il y a quelque chose d'absurde et de profondément injuste dans cette manière de faire. On voit bien que la fiscalité écologique est effectivement au nœud finalement de l'ensemble des questions, notamment de services publics et d'emplois qu'on a à aborder aujourd'hui. Alors malheureusement, donc on ne pourra pas aborder les 18 thématiques qui sont dans ce document, mais je vais vous laisser chacun finalement choisir une des thématiques qu'on n'a pas abordées ensemble, et puis le mettre un petit peu en avant dans les propositions que vous faites pour justement un petit peu alimenter ce débat. Léo Chat. Moi je choisirais sur ceux qu'on vient de finir, sur les services publics. Je crois qu'il faut vraiment
vraiment repenser notre fiscalité, pour vraiment repenser les services publics du XXIe siècle. La France peut se permettre, la France ne vit pas au-dessus de ses moyens, comme on a l'habitude de dire. Non, la France peut financer les services publics, et notamment, il y en a un particulièrement qui me tient à cœur, c'est celui de l'éducation. On a besoin de professeurs, on a besoin de professeurs spécialisés dans les classes, qu'on appelle les RAZ, les AVS. On a besoin de toutes ces personnes pour faire vivre l'école, on a besoin de plus de professeurs et de personnel aux universités. Et pour cela, voilà, il faut revaloriser le métier d'enseignant et trouver des financements pour faire vivre ce service de l'éducation, mais aussi voilà, du transport, de la santé, tout ça c'est important. C'est un enjeu économique aussi à long terme d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, comme on pourrait dire, mais en tout cas d'avoir une éducation qualifiée. Bien sûr, c'est des investissements qu'il faut faire et qui sont très importants pour une économie. Nathalie Coutinet, vous avez également... Moi, je choisirais les retraites, c'est peut-être parce que je suis plus âgée que Léo et que je vois les choses arriver plus vite. Oui, deux, trois choses. Il y a une réforme des retraites qui est dans le circuit, on le sait, en gestation. Voilà. Cette réforme des retraites, d'abord, je voudrais dire qu'elle n'est pas nécessaire parce que le système des retraites aujourd'hui, il est équilibré en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas de déficit des retraites, donc il n'y a pas de nécessité économique à mettre en œuvre une réforme des retraites. Donc c'est donc une réforme qui est politique. Alors c'est une réforme qui est présentée comme étant pour aller vers plus de justice, puisque c'est un système de points, tout le monde aura le même point. Alors il faudrait dire que cette apparente égalité est en fait stupide, puisque tout le monde n'a évidemment pas la même carrière. On ne peut pas comparer la carrière d'un fonctionnaire avec la carrière d'un intermittent du spectacle ou d'un auto-entrepreneur. Donc c'est stupide de vouloir mettre tout le monde sur le même régime. Donc c'est pas ça l'égalité. Et puis le deuxième point, c'est que cette réforme, encore comme toujours Macron le fait, elle est contrainte, c'est-à-dire que il faut que le régime ne coûte pas plus que 14 points de PIB. Or, comme la population vieillit, ça veut dire que si on garde cet objectif financier, les retraites vont baisser de 25%. Il faut bien s'y attendre parce que c'est ça l'enjeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est toujours en gestation, parce que ça donne une retraite minimale en dessous du minimum vieillesse. Donc, pour le moment, là, ils ont un peu des soucis pour la mettre en place. C'est quand même important d'insister sur cet enjeu, puisque c'est en fait dans la volonté du gouvernement, c'est bien de contraindre les dépenses publiques par ce système, par cette réforme du système des retraites qui, à long terme, permettrait de réduire en fait la dépense publique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on dit voilà, on réforme les retraites, mais on ne pourra pas dépenser plus, quoi qu'il arrive. Voilà le financement. Alors, ce financement, il aboutit, comme je le disais, à réduire les pensions. Donc ça, c'est extrêmement important. Il va falloir être extrêmement vigilant. Évidemment, nous, on ne propose pas ça. Et puis, excusez-moi, j'ai perdu mon autre idée. Si, pardon. C'était 62 ans. Le fait de pouvoir partir à 62 ans, là aussi, c'est un leurre parce que le niveau des pensions sera tel qu'à part quelques rentiers ou quelques gros propriétaires, personne ne pourra partir à 62 ans compte tenu du montant des retraites. Donc, c'est une possibilité théorique, mais qui ne sera pas finalement une possibilité réelle compte tenu du montant des retraites. Donc là aussi, on a d'autres propositions sur les retraites. Rien n'empêche d'aller plus loin que 14 points de PIB parce que des retraités, c'est aussi des consommateurs qui vont donc alimenter la demande qui créera de l'emploi. Donc voilà, on est dans un système complètement absurde où il faut toujours comprimer la dépense publique. Et alors que cette dépense publique, elle est utile, et ça a été prouvé dans de nombreux pays, au développement économique. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. J'invite tous les internautes à regarder le document qui sera mis en ligne dans la foulée de cette vidéo et évidemment à en discuter, notamment pour les abonnés sur le club de Mediapart. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain écho à contre-courant dans quelques semaines.